Chers compatriotes, on s'excuse pour le retard que nous venons d'accumuler parce que nous avions promis parler un peu du système énergétique au niveau du Congo-Brazzaville et éventuellement nous avions voulu penser un peu comment nous pouvions électrifier la ville de Pointe-Noire et comment aussi nous pouvons alimenter la ville de Pointe-Noire en eau en utilisant les énergies thermiques au niveau de l'océan Atlantique. Et puis nous allons essayer de développer, expliquer aux Congolais pourquoi l'importance de ce projet au niveau de Pointe-Noire. Ben, comme vous savez, avant que nous rentrions dans le vif de notre projet et de notre présentation, on aimerait tout d'abord ici faire un petit tour sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous venons de voir il y a quelques jours le fils de Sassou, donc Christelle Denis, qui est donc parti déposer une première pierre, comme d'ailleurs son père. Ils sont devenus des spécialistes de dépôt des premières pierres pour une éventuelle construction de ce qu'ils ont appelé université à Oyo. Et puis ils ont expliqué un peu qu'est-ce que cette université serait, et ainsi de suite, des écoles des métiers, et ainsi de suite. Mais ce que nous voulons savoir, expliquer aux Congolais, c'est bien normal qu'ils le fassent. Parce qu'ils sont en train de le faire avec l'argent du patrimoine congolais, et sans pourtant mesurer les conséquences de leurs actes. Bon, pour eux, ils s'en foutent éperdument. La notion de la densité de la population, comme vous le savez déjà dans des grands pays, quand on veut construire une université ou une école de métier, on essaie d'évaluer la densité de la population, on essaie de voir un peu quels seraient les avantages de pouvoir installer cette institution qui apporterait de la connaissance au peuple dans ces environs-là. Donc on essaie de faire une analyse approfondie pour essayer de voir combien de gens potentiellement pourraient venir participer ou encore prendre des cours dans cette institution-là. Mais au Congo-Brazzaville, on s'en fout éperdument parce que ce qui les importe ici, c'est voir quelque chose construit à Oyo. Ce qui n'est pas mauvais, mais quand on essaie de voir ce qui est caché derrière ce petit plan-là, qui constitue de vouloir construire une université à Oyo, c'est ce qui est condamnable, c'est ce qui se cache derrière cette idée, derrière leur pensée. Leur pensée, c'est de déplacer la capitale politique du Congo-Brazzaville. Dans leur pensée, ils veulent déplacer la capitale politique. Donc, au lieu de Brazzaville, dans les jours ou les années qui suivront, ils voudront que cette capitale soit Oyo. Donc, dans leur plan de manipulation, ils ont commencé par construire ce qu'ils ont appelé Alima Palace, un hôtel peut-être 5 étoiles, qui ne fonctionne quasiment pas parce qu'il y a moins de gens qui y fréquentent. Et là, ils sont en train de construire la plus grande banque de l'Afrique centrale au niveau de Oyo. Vous comprenez, chers compatriotes, démocrates africains, peuple de l'Afrique centrale. Ils veulent valoriser Oyo. Et c'est vrai qu'ils peuvent valoriser Oyo, mais il faut voir le plan qui est derrière ça. Et là, après avoir conçu cette banque, on vient nous parler d'une première pierre qui est déposée pour une éventuelle construction d'une université. Mais dans leur plan de déplacement de la capitale, ils ne sont pas aussi intelligents parce que dans les autres pays, on essaie de mesurer, on essaie de voir la densité de la population qui pourrait donc permettre de pouvoir construire une institution et une institution qui nous permettrait donc de pouvoir permettre à plusieurs Congolais de s'inscrire dans ces institutions-là. Or, le cas de Oyo, c'est un cas isolé, vous comprenez? On voit mal que Pointe-Noire, qui est une très grande ville économique, n'a même pas une institution universitaire. Et ça nous pousse à se poser plusieurs questions. Comprenez? Prenons Dolisie aujourd'hui, qui
d'après le projet de Pascal Lissouba, parce que moi-même je fus l'un des étudiants de la première génération qui a mis pied à Dolisie lorsque la faculté de sciences a été transférée à Dolisie, vous comprenez, aux locaux de l'ex-ENI, vous comprenez. Mais dans leur plan machiavélique, ils n'ont pas voulu avancer avec ce projet de Pascal Lissouba. Ils ont ramené la faculté de sciences à Brazzaville et nous savons ce qui se passe. Donc Dolisie, une très grande ville, n'a pas une institution universitaire. Nkayi, la même chose, vous comprenez. Et là encore, ce qui est encore plus grave pour le cas de Pointe-Noire, c'est que l'argent qui leur permet de vouloir développer Oyo ressort de Pointe-Noire. Ça ressort des ressources minières de Pointe-Noire. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, cela nous pousse à réfléchir sur plusieurs façons et à expliquer au monde entier que les manipulations de Sassou Nguesso, son entourage ou ses enfants, c'est devenu très dangereuse, vous comprenez? Et encore aux ressortissants du Kouilou, et qui aujourd'hui sont derrière le fils d'Istiak Tikaya, vous devez comprendre que tout ce monde fait partie des traites aux ressortissants du Kouilou qui sont derrière Honoré Mpaka, qui était le préfet de Pointe-Noire, du Kouilou. On vous dit que tout ce monde-là sont des véritables traites, parce que les richesses de Pointe-Noire sont utilisées pour développer Oyo. Alors que Pointe-Noire, pendant plusieurs années, devait déjà avoir une véritable institution universitaire qui permettrait de former les Congolais sur les métiers du pétrole, vous comprenez? Parce que le pétrole s'explore et s'exploite à Pointe-Noire. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est un peu ce côté qui nous a poussé de dire que, bon, écoutez, ils sont en train de nous voler le pétrole et ils sont en train de développer le nord du pays, donc leur ville Oyo, avec le pétrole de Pointe-Noire. Et qu'est-ce qui nous resterait à Pointe-Noire que nous pouvions développer et qui pourrait permettre de pouvoir créer de l'emploi pour les Ponténégrins et pour toutes ces populations qui sont aujourd'hui quasiment à 99,9% en chômage au niveau de Pointe-Noire, même au niveau du Congo, si nous voulons le dire. Donc, nous avions pensé développer d'autres modèles que nous pouvons dire les primitives de Oyo n'auront pas la capacité de tout voler. Hein, parce que là, au moins, c'est une source qui sera sur place, qui permettrait de créer de l'emploi, une source qui serait au niveau de Pointe-Noire pour pouvoir aider les populations. Et nous voulons voir dans quel modèle, dans quelle façon nous pouvons transposer ce modèle-là dans les autres régions, éventuellement en essayant de voir les autres sources d'énergie. Et c'est ce qui donc m'a permis aujourd'hui de vous parler un peu de comment nous pouvions faire quand nous arriverons à déboulonner ce système, comment nous pouvions donc ajouter sur les capacités énergétiques que nous avons au niveau de notre pays, ajouter d'autres capacités qui permettaient d'électrifier, par exemple, Pointe-Noire, ou d'électrifier le Kouilou d'une manière générale, parce que, pourquoi le Kouilou? Parce que le Kouilou, aujourd'hui, c'est le moteur économique de notre pays, du fait qu'aujourd'hui, notre économie est basée uniquement sur le pétrole. Et donc, j'ai donc pensé venir avec un modèle toujours que nous allons utiliser l'océan Atlantique, mais cette fois-ci, ce n'est pas le pétrole que nous allons aller regarder, mais nous allons aller regarder comment nous pouvons utiliser l'énergie thermique des eaux de l'océan Atlantique pour que ça nous permette au moins de produire l'électricité et aussi que nous puissions avoir de l'eau potable. Mais comme démocrates africains, peuple du Congo-Brazzaville, nous le savons tous, tout le monde peut aller faire ces recherches-là. Mais tout le monde n'aura pas la même connaissance de pouvoir mettre ce système en place. Le Congo-Brazzaville, vous savez, nous avions l'océan Atlantique qui est là, la mer, et nous voyons aujourd'hui que le globe terrestre, d'une manière générale, est entouré quasiment des eaux. Hein? Et généralement, c'est l'eau qui est beaucoup plus exposée aux rayons solaires. Donc nous pourrons dire que les océans aujourd'hui, c'est des véritables sources d'énergie parce que c'est déjà reparti sur une très large surface et les océans ont la capacité d'absorber les rayons solaires. Vous voyez? Mais dans
toutes ces techniques, nous voyons que l'eau de mer peut produire plusieurs types d'énergie. Nous avions l'énergie éolienne, que vous connaissez déjà par le vent. Nous avons aussi, éventuellement, les marées, que nous pouvions utiliser comme aussi une source d'énergie. Et éventuellement, nous avions ce qu'on appelle OTEC. OTEC, c'est une expression anglaise qui signifie simplement océan. O vient de océan. Et TEC, c'est thermique. Et E, c'est énergie. Et C, c'est conversion. Donc, comment nous pouvions convertir les énergies thermiques des océans en électricité ou dans la production d'eau. Mes chers compatriotes, ce que nous voulons vous révéler ici, c'est que si nous essayons de voir le Congo-Brazzaville, l'océan Atlantique, selon les études qui ont déjà été faites, l'océan de Pointe-Noire est dans cette zone où nous avons une différence de température entre la profondeur des eaux et la surface de minimum de 20 degrés. C'est-à-dire si nous essayons de voir le gradient. Le gradient ici, c'est la différence de température, que nous allons prendre la température en dessous et la température sur la surface. Nous nous rendons compte que ça nous donne une température qui est quasiment supérieure à 20 degrés. Et la ville de Pointe-Noire, éventuellement l'océan Atlantique, est dans cette région-là qui permet donc de comptabiliser tous ces pays qui ont la potentialité de pouvoir produire de l'électricité à partir des eaux de l'océan. Bon, donc, dans notre cas, puisque le pétrole est volé par les gens de Oyo, les ressources économiques sont carrément pillées, ils sont incapables d'alimenter la ville de Pointe-Noire. Et nous venons donc avec plusieurs plans et plusieurs technologies que nous pouvions mettre en place pour pouvoir alimenter la ville de Pointe-Noire, alimenter, si vous voulez, la région de Kouilou d'une manière générale pour tous ces villages ou les districts qui sont tout au long de l'océan Atlantique. Comment fonctionne donc cette technologie? Puisque nous savons que si nous partons sur une profondeur de 1 km, les études ont démontré que nous pouvions avoir une constante de température d'au moins 4 degrés. C'est-à-dire, les températures ne varient quasiment pas. Pendant si nous pouvons voir pour un intervalle de 1000 sur la surface et en dessous, nous avions une variation constante. Donc, quasiment, il n'y a pas une grande variation. Donc, nous allons toujours nous retrouver quasiment avec les 20 degrés de différence. Donc, ces 20 degrés-là, nous pouvions l'exploiter. Comment allons-nous exploiter ces 20 degrés-là? Il y a une technologie qui a été mise en place depuis les années 1800 par des Français, mais cette technologie-là a beaucoup évolué et plusieurs nations sont en train d'utiliser ça, la production d'électricité. Comment donc fonctionne cette technologie? Donc, quand on essaie de voir les surfaces, les couches supérieures de l'océan Atlantique reçoivent des rayons solaires, donc ça conserve de l'énergie. Et nous pouvions donc utiliser ces températures-là, parce que nous pouvons considérer que ces températures-là sont autour de 20 ou 25 degrés, en dessous de la surface supérieure. Vous voyez? Nous pouvons donc pomper, extraire cette eau sur la surface de l'eau de l'océan Atlantique, le pomper à travers des évaporateurs, ici là qu'on appelle évaporateurs d'ébullition. Donc, en anglais, on appelle ça flash evaporator. Donc, quand nous allons donc pomper cette eau, c'est une technologie simple. Il suffit seulement d'avoir un équipement performant, un évaporateur d'ébullition. Cet évaporateur permet donc de séparer cette eau-là, de retirer l'énergie qui existe sur les couches supérieures, en prenant cette énergie, de le transformer en vapeur d'eau. Vous comprenez? Donc on retire cette énergie se transforme en vapeur d'eau. La partie inférieure, donc c'est de l'eau qui va donc être rejetée dans la mer. Et cette vapeur d'eau peut être donc envoyée au travers des turbines, vous voyez, des turbines à gaz, des turbines à vapeur. Et ces turbines vont être donc accouplées à des générateurs et en ce moment-là, nous pouvions produire de l'électricité. Maintenant, quand nous savons que nous avions une très grande quantité d'eau au niveau de l'océan Atlantique, nous pouvions augmenter les diamètres de les tuyauteries
peut-être on peut dire des diamètres très grands pour pouvoir produire plusieurs énergies. Vous voyez? Donc, une technologie simple que nous pouvions mettre en place, il suffit d'avoir des équipements très performants, évaporateurs d'ébullition, qui nous permet donc de retirer cette énergie au niveau de l'eau salée. Donc, on prend de l'eau salée, on l'en met au niveau de l'évaporateur d'ébullition. L'évaporateur d'ébullition a la capacité de pouvoir séparer l'eau et retirer l'énergie, donc la partie vapeur. Cette vapeur peut être utilisée au niveau des turbines à vapeur, et ces turbines vont être donc accouplées à des générateurs. Vous voyez donc le fluide que nous utilisons comme le fluide qui va donc faire la rotation au niveau des turbines à vapeur. Ça serait donc cette vapeur que nous allons soustraire au niveau de cette énergie des eaux. Et en ce moment, nous pouvions donc faire fonctionner nos turbines, éventuellement accouplées à des générateurs, et nous avions là le courant. Vous voyez? Et donc, c'est ça que les Mosi de Oyo ne peuvent pas retirer de la ville de Pointe-Noire. Vous voyez? Parce que ça, au moins, c'est sur place. Vous voyez? Et ils n'auront pas cette capacité de voler ça et de mener ça à Oyo ou de vendre ça ailleurs. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui est sur place que nous pouvions exploiter. Maintenant, ça, c'est le côté production de l'électricité. Maintenant, comment allons-nous donc avoir de l'eau potable? Vous voyez? De l'eau potable à partir du même système. Vous voyez? Le même système va vous produire de l'électricité et ce même système va vous produire de l'eau potable que nous pouvions donc faire alimenter, notamment au niveau de la ville de Pointe-Noire pour que les populations puissent avoir de l'eau pure. Vous voyez? Donc, cette même vapeur que nous envoyons au niveau des turbines, après avoir assuré la rotation de turbines, les turbines qui sont accouplées à des générateurs, les générateurs produisent de l'électricité. En ce moment-là, cette vapeur, nous allons donc la faire passer au niveau des condensateurs. Vous comprenez? Donc, la vapeur, on le fait passer au niveau des condensateurs, puisque cette vapeur ne sera pas salée. Vous comprenez? Parce que la séparation, est faite au niveau de l'évaporateur. On a juste extrait cette énergie. Donc, cette énergie n'est pas salée. Vous voyez? Elle n'est pas salée, cette énergie. Vous voyez? Et quand nous prenons donc cette vapeur qui passe au niveau des turbines, après avoir assuré la rotation des turbines, cette vapeur va donc être envoyée au niveau des condensateurs. Maintenant, comment allons-nous recevoir de l'eau potable au niveau des condensateurs? Donc nous aurons une deuxième pompe qui va donc pomper de l'eau, mais cette fois-ci, ça va donc prendre de l'eau dans les profondeurs au moins de minimum 1000 mètres. 1000 mètres de l'océan, vous voyez? Donc c'est de l'eau qui se retrouve quasiment, peut-être on peut dire, à 6 degrés, vous voyez? Ou à moins de 6 degrés, vous comprenez? Donc cette eau-là, c'est quand même une eau froide, mais qui contient aussi de l'énergie. Donc cette eau va donc, prise au niveau de la profondeur de la mer, va donc être pompée au niveau de l'évaporateur. Donc vous voyez que vous aviez une vapeur d'eau qui est arrivée au niveau de l'évaporateur, tout en sachant que c'est dans la tuyauterie, elle est séparée, vous voyez. Et nous pompons de l'eau froide par une autre pompe. Et donc, quand ça arrive, le condensateur ici joue un peu le rôle de un échangeur de chaleur, vous comprenez? Et en ce moment-là, l'énergie, l'évaporateur, l'eau froide aura donc la capacité de refroidir la vapeur d'eau qui est partie de la turbine. Et en ce moment-là, quand ça le refroidit, ça devient de l'eau pure. Vous comprenez? Et donc, une vapeur qui est refroidie par de l'eau froide, en ce moment-là, ça devient de l'eau pure. Et cette eau-là peut être consommée par les populations. Vous voyez, chers compatriotes. Et dans la même foulée, pour maximiser la capacité du système, notamment dans la production d'eau et la production d'électricité, au niveau de notre condensateur, nous aurons donc des pompes on appelle ça vacuum pump, donc des pompes absorbateurs, qui donc aura la capacité de retirer, parce que quand vous voyez de l'eau de mer qui est pompée, il y a toujours un mixage de plusieurs gaz. Donc ces pompes-là auront la capacité d'extraire ces gaz-là et de les rejeter à l'atmosphère. Vous voyez? Donc un même système qui nous permet de produire l'électricité et qui nous permet d'avoir de l'eau potable que nous pouvions faire alimenter, éventuellement faire la distribution d'eau au niveau de Pointe-Noire. Vous voyez? C'est des technologies qui existent, l'expertise existe, et c'est des choses que nous faisons, mais encore,
c'est quelque chose qui va créer des emplois pour les Congolais. Vous comprenez, chers compatriotes? C'est un système qui produira de l'emploi pour les Congolais. Et c'est un système qui, la conception va être faite par les Congolais. Vous voyez? Par les Congolais, pour les Congolais. Il suffit seulement d'investir. Comme vous savez, dans chaque projet, il y a toujours un investissement initial. Et une fois que vous investissez, et sur une certaine période, vous allez donc recevoir le retour sur votre investissement. Vous voyez? Mais ça, c'est un projet, on n'a pas besoin de la Banque mondiale pour pouvoir le faire, chers compatriotes. Et c'est un projet qui peut se faire, pas seulement au Congo-Brazzaville, on peut le faire au Cameroun, au niveau de Douala, le port de Douala. Éventuellement, ce même projet, dans ce même système, permettrait de recevoir de l'eau potable, et cette eau potable peut être déversée au niveau de lac Tchad, qui aujourd'hui a des grands problèmes d'eau, d'après ce que les gens arrivent à nous dire aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est un projet qui peut se faire, pas seulement au Congo-Brazzaville, mais un projet panafricain, vous voyez, chers compatriotes, un démocrate africain, démocrate du monde entier. Ça, c'est des véritables projets qui peuvent se faire financer au niveau de nos gouvernements intérieurs, pas qu'on a besoin d'aller voir des experts, parce que l'expertise existe. Et nous avions beaucoup d'Africains qui sont spécialisés dans les domaines énergétiques. Vous voyez? Donc, et ça, c'est des choses qui vont demeurer sur place, que d'ailleurs, que les Bardouzes, éventuellement les pilleurs du Parti congolais du travail et les pilleurs de Oyo ne pourront pas déplacer. Vous voyez? Mais ça demande de la volonté pour le faire. Donc, on dirait oui, c'est un investissement. Oui, éventuellement, ça fait partie de la compensation, puisque nous avons du mal à assurer le transport d'énergie vers Moukoukoulou, par exemple, vers Pointe-Noire, parce que le transport d'énergie coûte excessivement cher, notamment par les câbles, des grands poteaux pour le transport, le transport d'énergie, et éventuellement les pertes d'énergie que nous accumulons tout au long de son transport. Nous voyons que le rendement est quasiment très faible, très faible. Donc nous pouvions bâtir des systèmes qui peuvent nous apporter un bon rendement, et en ce moment-là, avec, comme on venait de l'expliquer, cette variation de température qui est quasiment constante, nous aurons une production d'électricité constante, donc une tension qui ne va jamais varier, vous voyez, chers compatriotes. Et ça, c'est des potentialités que nous pouvons faire au niveau de notre Pointe-Noire, du niveau de Kouilou, parce que Pointe-Noire représente le moteur économique, et nous pouvions dire aujourd'hui que la majorité de la grande population au niveau de Congo-Brazzaville aujourd'hui vit à Pointe-Noire. Et donc nous avions donc ce devoir-là de pouvoir apporter des solutions et essayer d'améliorer la vie de nos populations. Or, vous savez, les gens de Sassou Nguesso et le système Sassou ne seront jamais capables de le faire, et puisqu'ils ont, puisqu'ils ont échoué sur toute la ligne, sur tous les projets qu'ils ont déjà fait pour le Congo, ils sont passés par le plan quinquennal, vous voyez, ils ont fait plusieurs plans quinquennales au niveau du Congo-Brazzaville, ils sont venus avec plusieurs projets qu'ils ont intitulés projets d'avenir, mais ça n'a jamais fonctionné, chers compatriotes. Tout ce qu'ils savent, c'est de voler de l'argent, voler de l'argent. Mais voilà pourquoi, nous, en tant que Congolais de la diaspora, nous réfléchissons sur plusieurs mécanismes et plusieurs technologies que nous pouvons apporter. Vous voyez, là, nous venons de vous parler, par exemple, de cette énergie. Prochainement, nous vous proposerons plusieurs façons, toujours en utilisant notre océan Atlantique, comment nous pouvions encore produire de l'énergie, de l'électricité, qui va donc aider les populations. Mais, comme on le sait, on ne cesse de le dire, l'énergie demeure le moteur économique d'un État. Si vous n'avez pas une énergie fiable, vous ne pouvez jamais vous développer. Ça, c'est clair. Si vous n'avez pas l'énergie, vous ne pouvez pas avoir des industries qui vont vous produire ce que vous voulez. Vous voyez, chers compatriotes, l'énergie demeure notre moteur de développement. Ils nous ont parlé de l'émergence en 2025. Mais comment voulez-vous arriver à cette émergence si vous avez déjà des grands problèmes énergétiques? Vous voyez? Donc, il faut apporter des grandes solutions. Il ne suffit pas seulement de venir aller déposer des premières pierres avec de l'argent du Congo et que vous ne réfléchissez même pas comment faire pour pouvoir
faire fonctionner tout le pays. Parce que ce qui compte pour ces gens-là, c'est Oyo. Ce qui compte pour ces gens-là, c'est le nord du Congo. Le Congo ne se limite pas à Oyo. Le Congo ne se limite pas au nord. Et puis, on essaie de voir la densité par rapport à la population. Nous voulons construire une industrie. On va voir combien de gens vont donc utiliser les produits qui vont sortir de cette industrie. C'est de cette façon qu'on fait la répartition. Vous voyez? Aujourd'hui, quand on nous parle de la décentralisation, mais cette décentralisation doit se baser en fonction de la densité de la population. On va injecter de l'argent avec ce fameux plan de municipalisation accélérée, mais aujourd'hui nous savons les résultats de cette municipalisation accélérée. Vous voyez, chers compatriotes, c'est du fiasco. C'est un système d'escroquerie qu'ils ont mis en place pour pouvoir, vous voyez, piller l'argent de l'État, envoyer l'argent de l'État dans les paradis fiscaux. Vous voyez? Mais nous, ici, nous venons avec plusieurs solutions. C'est une façon de vous dire que notre diaspora est une diaspora intelligente. Ce n'est plus cette diaspora au temps passé qui ne réfléchissait pas sur le problème du pays. Et la diaspora aujourd'hui a compris qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir sauver le pays. Parce que nous avions, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le combat de notre génération. Le combat de notre génération. Vous voyez toute cette vieille génération de Sassou Nguesso, les Mathias Nzan, les Christophe Mukwege, les Sati Mabiala. C'est une génération que nous n'allons jamais apprendre de cette génération. On n'a pas besoin de l'expérience de cette génération. Parce que c'est une génération foutue, une génération qui a brisé notre pays, une génération qui n'a jamais eu une vision économique, une génération qui a pensé seulement à piller notre pays, une génération qui a pensé détruire la jeunesse quasiment, parce que si vous voyez aujourd'hui le système éducatif au Congo est complètement brisé, complètement brisé. Les universités, la seule université que nous avons c'est Maringouabi, mais nous connaissons les conditions de cette université Maringouabi là. Et là encore, tous ceux qui sont formés à l'université Maringouabi, qu'est-ce qui serait leur avenir? Vous voyez, chers compatriotes. Donc il faut venir avec des projets gérés par les jeunes Congolais, des projets pour les Congolais, des projets non politiques. Vous voyez, aujourd'hui nous savons que Véron Mancou, par exemple, il est venu avec un très bon projet. Le projet qu'il a mis en place, c'est un bon projet. Mais l'erreur de Véron Mancou, c'est quoi? Il s'est accroché à la politique. Il a pensé que pour être un entrepreneur, il faut forcément s'accrocher à la politique. Il faut forcément s'accrocher à ceux qui sont au pouvoir. Et qu'est-ce que Véron Mancou va devenir quand ce pouvoir-là partira? Vous voyez? Ceux qui viendront après, certainement ils se diront que, ben écoute, toi tu as travaillé avec ce système et nous ne voulons pas travailler avec toi. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, nous voulons là que les Congolais comprennent que les prochains projets, quand nous arrivons à déboulonner le criminel de Sassou Nguesso et nous arrivons à déboulonner sa progéniture au pouvoir, et quand nous arrivons à déboulonner toute cette vieille classe politique qui a brisé notre pays, nous mettrons en place des vrais groupes d'intègres, des Congolais aussi. Dans ce groupe d'intègres, on ne verra pas seulement des intellectuels, mais on verra aussi les technocrates, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans le métier, vous voyez. Et ce sont ces groupes-là qui seront donc capables de pouvoir évaluer tous les projets que nous mettons en place dans notre pays. Et en ce moment-là, dans ces projets, on ne verra pas tes origines. Tu viens du nord, tu viens du sud, tu viens de l'est, tu viens de l'ouest. Vous voyez, c'est un jeune Congolais qui va apporter son projet. Les gens vont évaluer ce projet, ils vont voir est-ce que c'est un projet qui va rapporter, qui va créer de l'emploi pour le Congolais. Parce que c'est ça qui est plus important. Comment allons-nous créer de l'emploi pour les 99,19% de la population qui sont en chômage au Congo? Nous n'allons pas nous concentrer uniquement dans le pétrole. Vous voyez, il faut créer les alternatives. Quand on nous parle de l'énergie, de l'émergence en 2025, mais vous ne pouvez pas aller en émergence si vous n'arrivez pas à apporter la technologie moyenne dans votre État. C'est impossible. Vous voyez, le discours que Sassou nous apporte aujourd'hui, c'est un discours vide. C'est un discours qui ne pense qu'aux boom pétroliers qui sont en train de penser, mais ils ne pensent pas à autre chose, chers compatriotes. La preuve en est que notre pays est entouré quasiment des ressources en eau, mais ils sont incapables d'apporter
de l'eau à la population. Vous voyez, chers compatriotes. Vous voyez, notre pays comporte plusieurs potentialités énergétiques. Et aussi, nous savons que nous avons aussi plusieurs sources géothermiques que nous pouvons exploiter pour produire de l'énergie. Vous voyez, nous ne pouvons pas faire de l'agriculture à grande échelle si nous n'avons pas de l'énergie. Parce que tout ce que nous allons produire de là, qu'est-ce que nous allons faire de ça? Vous voyez, c'est des produits qui vont se mettre à pourrir. C'est des produits qui vont se mettre à être jetés. Vous voyez, toutes les poubelles qui existent aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Mais nous pouvions bien essayer de nettoyer nos villes, de nettoyer notre pays, en utilisant ces poubelles, en transformant ces poubelles en une source d'énergie, vous voyez, chers compatriotes. Il y a bien des techniques. Pourquoi chez les autres ça fonctionne et chez nous on ne peut pas le faire? Pourquoi nous croyons toujours qu'il n'y a que chez les Occidentaux que ça peut se faire et que chez nous on ne peut pas le faire, chers compatriotes? Nous ne sommes plus là dans ces époques en arrière, comme pensent les primitifs d'Oyo. Nous avions maintenant une autre vision de comment apporter le changement, de comment développer notre pays, le Congo-Brazzaville, chers compatriotes. Nous ne venons pas seulement pour parler de la politique. Si nous parlons de la politique parce que nous sommes en train de dénoncer un système, mais ce qui est plus important pour nous, c'est comment apporter de l'emploi à nos compatriotes au Congo-Brazzaville et aussi en Afrique centrale en particulier et en Afrique d'une manière générale. Si nous sommes en train de dire aujourd'hui l'Afrique demeure va être l'Eldorado, mais ça doit commencer par des projets pareils, vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'était ça le grand message d'aujourd'hui. Nous avions les potentialités. La ville de Pont-Noir ne peut pas continuer à être négligée dans cet état, vous voyez. Et il faut bien qu'on trouve des mécanismes pour essayer de changer ces pays. Et il faut le dire ici, les Africains, c'est des hommes qui sont compétents, qui sont capables de prendre un projet, de l'emmener à un point A, à un point B avec tout le sérieux et un projet qui va produire de l'emploi. Parce que notre inquiétude, c'est voir ces jeunes du Congo sortant de l'université Maringouabi et qui sont souffrants. Et aussi, nous voulons ici dire, les universités au Congo, nous allons les construire en fonction de la densité de la population, en fonction de ce que cette université peut rapporter dans cet environnement où elle va être construite, mais pas parce que tel village est notre village et nous voulons que cette université reste là. Non, ça c'est une vision dépassée. Hein, toujours cette vision de cette même vieille classe politique qui a toujours brisé le Congo pendant plusieurs siècles. Une classe politique qui est égoïste, si nous voulons le dire, qui ne pense qu'à elle-même. Vous voyez, où vous aviez un homme qui monopolise tout le pouvoir, monopolise toute l'économie de notre pays, et nous ne pouvons plus travailler sur des modèles. Nous mettons en place d'autres modèles qui aura une autre vision. Vous voyez? Maintenant, je crois que j'ai terminé sur ce point énergétique. Là, j'aimerais tout simplement donner quelques points de vue sur la situation politique de notre pays. Nous avions appris que Paulin Makaya va être transféré au nord du pays, si c'est déjà, certainement que c'est déjà fait. Hein. Mais c'est quand même regrettable. Nous ne savons pas qu'est-ce qui se cache derrière la tête de Sassou. Mais nous savons que Sassou a un plan qui est unique. L'unique plan de Sassou, c'est briser tous les intellectuels du Sud, si vous voyez. Si vous essayez de voir, là je parle en fonction des statistiques, hein, allez-y à l'université Maringouabi. Vous allez vous rendre compte que 95% des étudiants de cette université viennent du Sud. Vous voyez? Allez-y dans quasiment la plupart des institutions de l'université Maringouabi. Allez-y à l'NSP, à la faculté de la santé, à la faculté de droit. Vous verrez que au moins 95% viennent des écoles du Sud. Mais le plan de Sassou, c'est de changer tout ça. Changer la dynamique, déjà du point de vue de recrutement au niveau de la fonction publique, il a reversé les courbes. Aujourd'hui,
les recrutements se font par affinité ethnique. Les recrutements se font par affinité régionale. Donc vous verrez que la plupart des gens qui sont dans la fonction publique, c'est les ressortissants mochis, vous voyez. Et ça, c'est la réalité ici. Nous ne voulons pas ici parler du tribalisme, mais ça, c'est la réalité du Congo-Brazzaville. Vous prenez par exemple l'armée aujourd'hui, l'armée congolaise. Les hauts officiers de l'armée congolaise, on peut dire 99,98% sont mochis ou sont ressortissants du Nord, vous voyez. Donc, ces modèles-là, il faut les changer. Parce que c'est un modèle qui n'emmènera jamais le Congo à l'émergence. Vous voyez? C'est un modèle qui élèvera pas notre pays. Vous voyez? Il faut briser ces vieux mythes-là. De l'homme qui a une seule vision. De l'homme qui ne voit que celui qui est le plus grand du Congo-Brazzaville. Il faut briser ça. Mais pour briser ça, Sassou doit tomber. Vous voyez? Donc c'est un peu ça, hein, chers compatriotes, que nous voudrions vous dire ici. La jeunesse doit prendre ses responsabilités pour pouvoir conduire le Congo vers une autre direction. Maintenant là, je vais essayer de voir un peu si j'ai quelques questions ici pour répondre à certains nombre de collègues. Là, je vois qu'il n'y a pas une question qui a été posée. Et voilà, donc, encore chers compatriotes, demeurons debout. On demeure dans la résistance. Ne soyez pas ébranlés. Et nous pensons que la fin arrive pour Sassou Nguesso. Merci. Et ça a été un plaisir de se connecter avec vous et de parler avec vous ce matin. Prochainement, nous viendrons avec plusieurs sources d'énergie et nous allons donc exploiter les potentialités géothermiques que nous avions au Congo-Brazzaville. Et nous verrons aussi comment nous allons donc utiliser l'énergie des marées, donc le courant marin, comment nous pouvions extraire cette énergie pour nous produire de l'électricité. Et puis, éventuellement, nous vous donnerons une autre vision de comment serait géré le pétrole congolais. Parce que nous pensons que il nous faut quand même un certain moratoire, hein, un moratoire de 2 ans, dans lequel, pendant les 2 ans, aucun contrat pétrolier ne sera signé. Une période de 2 ans qui permettrait de faire des audits, permettrait de savoir quelles sont les entreprises qui paient leurs impôts à l'État congolais, quel est aujourd'hui le pourcentage du Congo, parce que nous savons que l'Issouba avait réussi de ramener ça à 35%, et Sassou, quand il a chassé l'Issouba au pouvoir, il a ramené à 15%, et là, avec le changement de la constitution que M. Hollande lui a permis, le Congo n'a quasiment 0%. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Et nous pensons que ça peut se revoir, on peut les revoir, sans pourtant qu'il y ait un écoulement de sang du peuple congolais. Vous voyez? Il y a bien des mécanismes et des techniques que nous pouvons utiliser pour pouvoir regagner tout ça. Vous voyez, chers compatriotes? On n'a pas besoin que les Congolais continuent à mourir parce qu'un homme veut se maintenir au pouvoir. Mais demeurons dans la lutte. Demeurons dans la lutte. Et ce qui est encore grave, c'est qu'il faut barrer la route à un autre diable qui veut se faire positionner, donc à Kiki. Vous voyez? Mais voilà un peu, chers compatriotes, nous continuons le travail et nous pensons que la victoire est de notre côté, ça va arriver bientôt. Merci et au revoir.